Bonjour madame, bonjour monsieur. Mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, vous fournir quelques renseignements plutôt sur la question des familles d'accueil au Québec. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vais vous donner un suivi de la situation sur la mise en application de l'arrêté ministériel 2020-032 qui est en vigueur depuis une semaine et comme plusieurs d'entre vous le savent, avec lequel il existe certaines difficultés sur le terrain en ce moment. Donc, j'ai construit aujourd'hui un tableau avec beaucoup de données, comme vous pouvez le constater, sur les familles d'accueil. Et je vais vous expliquer brièvement d'où tout ça provient. En vérité, ce qu'on va faire, c'est un croisement de données. C'est-à-dire qu'à partir des demandes d'accès à l'information qui sont présentées au ministère de la Santé et des Services sociaux, j'ai sorti quelques tableaux, dont celui-ci. Donc, c'est un tableau qui nous montre le nombre d'enfants qui ont été retirés de leur milieu familial en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, à partir de 2016, en s'en allant vers 2018 dans le cas de ce tableau. Donc, le cas qui nous intéresse aujourd'hui, bien entendu, c'est les familles d'accueil. Donc, on voit qu'il y a un nombre croissant. On part de 6800, 6900, puis on arrive à 7000 en 2018 ou presque. Au total, il y a 11 000 enfants qui sont retirés de leur famille, mais qui ne sont pas tous placés en famille d'accueil. Il y en a en centre de réadaptation et en ressources intermédiaires, et d'autres qui sont confiés à un tiers significatif, ce que d'autres personnes appellent des familles de proximité, soit avec la grand-maman ou un autre membre de la famille, souvent. Maintenant, un autre élément qui vient d'une demande d'accès à l'information, c'est une ventilation ici, par région du Québec, du nombre d'enfants qui sont placés en famille d'accueil. Donc, au total, 6 912, comme vous l'avez vu, en 2017, 6 912 ici. Donc, 6 912 enfants, mais ici, j'ai un tableau ventilé par région. Donc, les RTF, les ressources de type familial, c'est-à-dire les familles d'accueil. Au total, il y a 22 000 cas qui sont retenus, qui sont traités par la DPJ en 2017. La moitié, 10 900, 11 000, c'est un suivi dans le milieu familial. Pour le reste, ces trois colonnes-là, c'est ceux qui sont placés, comme j'ai dit, au tiers significatif, famille de proximité, les ressources familiales, et les centres de réadaptation ou les centres jeunesse ou foyers de groupe ou ressources intermédiaires qu'on appelle. Ça, j'y reviendrai plus tard dans une autre présentation. Maintenant, regardons comment ça fonctionne tout ça dans la structure du système de santé et de services sociaux du Québec. Donc, en haut, vous avez le ministre et la ministre, donc la ministre McCann et le ministre délégué qui est Lionel Carman. En dessous de ces deux personnes-là, vous avez le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les pouvoirs ministériels, c'est-à-dire le pouvoir du ministre, c'est de donner des informations, des règles générales, comme l'arrêté ministériel 006 qui a été aboli et le 032 par exemple. Donc ça, c'est les pouvoirs du ministre. Ensuite, au centre de tout ça, c'est les directions régionales. OK? Donc, il y a 18 grandes régions administratives avec les CI3S, les CIUSSS, c'est-à-dire les Centres intégrés de services de santé et de services sociaux, et les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux. Donc, la DPJ fait partie, c'est comme une sous-division des CI3S ici. Donc, dans les centres névralgiques régionaux qui, eux,
ont un pouvoir, si vous voulez, particulier d'administrer la loi sur la santé et les services sociaux, et le DPJ a le pouvoir discrétionnaire de prendre les décisions qui concernent la protection de l'enfant, par exemple. Donc, autour de ces 18 centres intégrés régionaux, bon, il y a les cliniques médicales, les groupes de médecine familiale, les pharmacies, les ambulanciers, d'autres secteurs. Et ici, on a des ressources non institutionnelles, donc les ressources intermédiaires et les RTF, les ressources de type familial, où sont les familles d'accueil. Donc, qui sont des services, dans le fond, qui sont fournis au CI3S par les familles d'accueil pour s'occuper des enfants. Bon, gravitent autour de tout ça les organismes communautaires. La majorité des organismes communautaires au Québec sont subventionnés à 90-95% par le ministère de la Santé. Ensuite, il y a d'autres établissements privés où, par exemple, les fameux CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée, qu'on entend tellement parler de ces temps-ci, et les RPA, qui sont dans le fond des ressources privées pour les aînés. Donc ça aussi, c'est ce qu'on entend parler beaucoup présentement. Ensuite, à côté du ministère, il y a d'autres organismes et comités, donc des sociétés d'État comme la Régie sur l'assurance maladie du Québec, l'Office des personnes handicapées, et ici l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, qu'on entend aussi beaucoup parler présentement, puisque c'est eux qui nous fournissent les graphiques et qui fournissent les données que le premier ministre et que le docteur Arruda nous présente à tous les jours présentement, par exemple, les derniers graphiques qu'on a vus. Donc, le milieu de vie des enfants. De cette année-là, c'était 22 000 enfants sous la loi de la protection de la jeunesse. Il y a aussi la loi contre les jeunes contrevenants, j'y reviendrai à un autre moment donné. Donc, la moitié, 49,6%, c'est le suivi dans le milieu familial, comme je disais tantôt, et les centres de réadaptation et les ressources intermédiaires. Donc, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est la ressource de type familial qui dans le fond, est le tiers des cas qui sont des enfants qui sont pris en charge par la DPJ, ce qui est quand même un bon nombre d'enfants, le tiers. Donc ici, j'ai pris les rapports financiers annuels des établissements qui sont sous la tutelle du ministère pour l'année 2017-2018 et je vais vous expliquer un peu plus loin le pourquoi j'ai pris cette année-là. Donc on a les rapports par région, comme ici on a le rapport du 6 du Bas-Saint-Laurent, ensuite on a ceux de la capitale nationale où il y a beaucoup plus d'institutions. Mauricie, centre du Québec ici. On a l'Estrie, région 04, Montréal, comme vous le voyez, qui compte un grand nombre d'organismes, de CHSLD, de maisons d'hébergement, de ressources intermédiaires, etc., etc. Si on rentre dans un 6 comme ça, vous voyez le rapport financier annuel qui a été remis au ministère par les établissements régionaux, donc ici le CI3S de l'Abitibi-Témiscamingue. Et vous avez beaucoup d'informations dans ces choses-là. C'est tout le rapport financier, les résultats financiers. Et un petit peu plus loin, vous avez la signature par les directeurs régionaux de ces institutions-là. Et ensuite, si on continue, on a la vérification financière qui était faite dans le cas de l'Abitibi par la firme Deloitte, par exemple. Donc, ce qu'on trouve dans les rapports financiers, entre autres choses, j'ai pris ici l'exemple du CI3S du Bas-Saint-Laurent. OK? Et c'est l'exercice qui se termine le 31 mars 2018.
Mais ici, on a l'exercice précédent, parce que la majorité des documents du ministère sont souvent présentés sur 2 années consécutives. Et je vous explique pourquoi je prends cette année, l'année 2018. C'est parce que, généralement, les données qui sont là ne sont pas tout à fait complétées encore, alors que l'année précédente, c'est des données qui sont coulées dans le béton. Donc ici, l'activité, c'est famille d'accueil pour les jeunes en difficulté, c'est-à-dire les familles d'accueil qui sont placées, les enfants qui sont placés en famille d'accueil par la protection de la jeunesse. Donc, on comprend ici que le Centre intégré et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, par exemple, a acheté pour 5 495 425 $ de services aux familles d'accueil. Donc, j'ai sorti les données pour le Bas-Saint-Laurent, le Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Ouest et Centre-Sud, c'est-à-dire toutes les directions régionales qui ont des directeurs de la protection de la jeunesse. Première chose que j'aimerais vous faire remarquer. Donc, le budget des familles d'accueil, il est divisé en plusieurs choses. Donc, les familles d'accueil peuvent prendre des gens qui viennent de la protection de la jeunesse d'une part et des gens DITSA qu'on appelle les familles d'accueil de ce genre-là pour déficience intellectuelle et les enfants autistes et DP pour déficience physique et aussi des familles d'accueil qui vont prendre en charge des gens qui ont des problèmes en santé mentale, par exemple. Si on regarde, par exemple, le budget du Bas-Saint-Laurent dans un premier temps, donc on voit ici que le budget qui est accordé dans le budget du CI3S aux familles d'accueil, le budget brut, est de 6,8 millions. Le budget ajusté, c'est-à-dire qu'il y a des créances qui reviennent au CI3S et pour toutes sortes de raisons, le coût net à la fin de l'année financière se chiffre à 6,4 millions. Toutefois, j'aime mieux travailler avec le chiffre brut qui nous donne l'information sur la dépense réelle parce qu'il y a des années où les surplus sont différents d'un CI3S à l'autre. Donc, on voit que pour le Bas-Saint-Laurent, il y a eu 5,9 millions qui sont dépensés pour les enfants qui sont placés par la DPJ en famille d'accueil et 810 000 $ pour déficience intellectuelle et autisme, 85 000 en déficience physique et il n'y en a pas qui sont en santé mentale dans ce CI3S-là. Donc, 5,9 millions sur le 6,8, c'est 87%. Donc, c'est un peu la même chose. Si on vient, par exemple, dans la région de Montréal, on a un budget ici qui est de 16,9 millions. Budget brut pour les familles d'accueil, c'est-à-dire les achats de services aux familles d'accueil. 90% de ces achats de services-là sont consacrés aux enfants qui sont placés en famille d'accueil pour un total de 15,1 millions. Et une petite partie du budget est consacrée à la déficience intellectuelle et à l'autisme. Si on regarde d'autres régions, par exemple, si on vient voir ici Laval, Laval consacre 100%. Autrement dit, la moyenne nationale des dépenses en famille d'accueil s'en va pour le placement des enfants en DPJ et un 3% du reste s'en va en déficience intellectuelle, autisme, déficience physique et santé mentale. Si on conjugue les données qui viennent ici de la demande d'accès à l'information, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui ont été placés en famille d'accueil, qui vient des bilans des DPJ. Donc, on revient encore une fois à 6 912 enfants qui ont été placés en famille d'accueil. On l'a vu dans les premiers tableaux, avec la ventilation de ces tableaux-là. Maintenant, si j'insère la population de chaque région, je vais calculer le nombre de placements
pour une population de 100 000 personnes. Okay? Donc là, on va avoir des données qui sont comparables entre les régions. Donc, on voit que dans le Bas-Saint-Laurent, 83, Lac-Saint-Jean, c'est pratiquement le double, on est à 140. Ici, Mauricie, si on regarde la Mauricie, on est à 162. Estrie, 133. Ce qu'on voit qui est le plus haut, ici, c'est l'Abitibi-Témiscamingue, avec 317 personnes par 100 000 habitants. OK, d'accord? Et Montérégie est dans les plus bas avec 50. Pour les 6 912 enfants qui ont été placés, on arrive à une moyenne nationale de 112 enfants par 100 000 habitants qui sont placés. Et j'attire votre attention que dans le tableau qui nous a été confié par le ministère, la ventilation, on ne fait pas état des populations autochtones. Toutefois, je suis allé chercher le rapport autochtone de la même année et pour les cris de la baie James, par exemple, il y a eu 3,2 millions 100% investis dans des placements de jeunes du DPJ. Et dans le rapport du bilan du DPJ, il y aurait eu 228 enfants placés. OK? Donc, ce 228-là, il n'est pas inclus dans le 6 900 de la province de Québec. Mais si on fait le même raisonnement avec la population qui est de 17 000, on arrive ici à un taux de placement d'enfants autochtones de 1290, comparativement à 112. Donc, c'est 10 fois plus. C'est une situation qui a été décriée dans plusieurs rapports. Et il y a le projet de loi C-92 qui a été adopté au mois de janvier 2020. Malheureusement, il ne peut pas rentrer en vigueur parce que le gouvernement du Legault a saisi la Cour pour empêcher la mise en application du projet de loi C-92, de la loi C-92, qui fait que le gouvernement fédéral confie aux nations autochtones le pouvoir de gérer leur propre protection de la jeunesse sur leur territoire. Ce qui se fait déjà dans certaines régions, notamment des Atikamekw, qui, eux, avec leur propre gestion, ont réduit le taux de placement d'enfants de 85%. Je le répète, 85% moins d'enfants sont placés en famille d'accueil ou en ressources intermédiaires depuis que les Atikamekw gèrent leur propre protection de la jeunesse. Maintenant, j'attire votre attention sur les deux dernières colonnes. Ici, j'ai fait le calcul du déboursé par enfant. Donc, à partir de toutes les dépenses du CI3S en protection de la jeunesse uniquement. Donc, le déboursé annuel par enfant placé, par exemple au Bas-Saint-Laurent, ça coûte 36 000 $ par enfant placé. Au Lac-Saint-Jean, 35 000. Mauricie, 36 000. Ici, Montréal-Ouest, par exemple, c'est 49 000. C'est pratiquement 50 000 $ par année par enfant placé dans une famille d'accueil. C'est ce que ça coûte au CI3S de la région de Montréal-Ouest par enfant, le montant brut du placement d'un enfant dans une famille d'accueil. Et de la même manière ici, j'attire votre attention sur Laval qui est à 52 000 par enfant. Et l'Outaouais, la région d'Ottawa, à 48 000. Donc, ces trois régions-là sont dans 50 000 $ par placement d'enfants, alors que la moyenne québécoise tourne autour de 40 000 par enfant. Et le déboursé sur une base mensuelle, c'est 3 374 en moyenne par enfant placé qui en coûte
au ministère de la Santé en débourser manifestement, principalement pour le paiement des ressources RTF, c'est-à-dire les ressources de type familial, ce que ça donne aux familles d'accueil. Et, bien entendu, c'est un chiffre c'est une estimation, c'est un chiffre qui est général, mais selon mes informations, dans le cas d'enfants lourdement handicapés avec des conditions graves, ces montants-là peuvent aller jusqu'à 4 000 $ par mois. Maintenant, si on regarde la situation, si on la compare avec le milieu autochtone, les cris de la baie James, où on place 10 fois plus d'enfants, ben là, si on fait le même raisonnement, on tombe à 14 000 par année. Et ici, à 1168 au lieu de la moyenne au Québec, qui est de 3 300, donc c'est 3 fois moins d'argent qui est donné aux familles d'accueil autochtones, puisque depuis 2015, notamment dans les milieux atikamekw, on ne peut plus placer des enfants en famille québécoise, ce qui se faisait largement avant. Alors, je vous remercie beaucoup, madame, monsieur, pour votre attention aujourd'hui. Et je vais aussi vous fournir d'autres informations plus tard sur les familles d'accueil et d'autres modalités et fonctionnements de la protection de la jeunesse au Québec. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne soirée.